Est-ce encore notre football ? Quand une Coupe du Monde se déroule dans le désert, dans un pays d'une richesse inouïe, avec des problèmes de droits de l'homme, est la plus importante émission de CO2 par habitant au monde. This World Cup will simply be the best World Cup ever. Depuis 2010, c'est devenu la réalité du football actuel. The 2022 FIFA World Cup is Qatar. Comment en est-on arrivé là ? Comment le Qatar s'y est-il pris ? Ces derniers mois, nous avons mené des recherches approfondies sur ces questions. Nous, c'est-à-dire Jenny, journaliste et présentatrice à la SRF, et moi-même, Yacine, féru de football et présentateur à la RTS, sans oublier notre producteur Christophe, journaliste à la SRF. Nous avons été soutenus par une équipe de recherche nationale de la SRF, de la RTS et de la RSI. Ensemble, nous avons tenté d'en savoir plus. Yacine, das ist doch noch Fußball, oder? In seiner reinen Form eigentlich. Total unkommerziell noch. Oui. Tu sais pourquoi c'est pas commercial? Parce qu'ils jouent mal. Ces gens sont nuls. Ja gut, aber du weißt, was ich meine. Es geht um die Stimmung, oder? Um die Euphorie. Oui, je comprends, mais j'adorerais aller jouer, mais je me réjouis tellement de la Coupe du Monde et de la Ligue des Champions. J'ai envie de voir du beau foot à la regarder. En plus, ils veulent nous tuer avec leurs balles. Aber das heisst, du schaust WM. Du schaust das Spiel. Wieso? Ah oui, tout à fait. Je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Je vais te demander si tu vas voir. Ah oui, putain, mais je suis débile. Je me réjouis trop de la Coupe du Monde. Je veux dire, j'ai pas raté un match depuis 2002. Toi, tu vas pas regarder la Coupe du Monde cette année? Ich glaube im Fall nicht, nein. Aber mir stört vor allem, nebst der ganzen Kritik, die laut geworden ist, auch so ein bisschen, dass die ganze Atmosphäre flöten geht. Die WM findet statt in Katar dieses Jahr. Wie findest du das? Ich finde es sehr cool. Es ist neu, es ist im November. Ich finde es jetzt nicht so passend. In diesem Land werden die Frauen quasi misshandelt. Ich würde schauen. Ich finde WM-Fußball grundsätzlich spannend. Ich würde nicht viel schauen. Ich würde mich schon ein bisschen weigern. Die Spiele werde ich natürlich anschauen. Ich finde es nicht okay. Aber jetzt ist es halt so und dann schauen wir das auch im Winter. Also man ist relativ skeptisch und kritisch, was die WM angeht. He? Ça m'a étonné parce que ces enfants sont vraiment très politisés quand même, mais je suis content qu'ils aient un esprit critique et effectivement il y a des questions qui peuvent se poser, quoi, parce que quand on voit que le Qatar, pour moi, quand ils ont reçu la Coupe du Monde, pour moi c'était un pays comme Chypre ou Malte. En fait, ils n'ont pas du tout de culture footballistique, alors que Chypre par exemple en a. Das ist eben genau das Interessante. Sie haben keine Fußballkultur, keine Tradition, aber sie setzen voll und ganz auf den Sport und machen es zum Teil von ihrer Identität. Comment un pays désertique sans tradition footballistique peut-il décrocher une Coupe du Monde ? C'est ce que nous allons démontrer en 4 étapes. Première étape, acquérir de la légitimité dans le monde du sport. Le Qatar a lancé une véritable offensive sportive ces 30 dernières années, à commencer par le tournoi de tennis de Doha en 1993. Depuis, les événements sportifs n'ont pas arrêté de se succéder et sont devenus de plus en plus importants. Le Qatar, avec ses moyens quasi illimités, s'offre des infrastructures de pointe. Il accueille ainsi des championnats du monde de handball, de cyclisme, de gymnastique ou d'athlétisme. Au total, le Qatar accueille 10 championnats du monde et désormais le nec plus ultra, la Coupe du monde de football. Bon, le Qatar, c'est pas que les événements sportifs, hein, c'est aussi une autre forme d'investissement dans le sport, avec par exemple des partenariats de prestige, en devenant notamment propriétaire du Paris Saint-Germain, ou alors en devenant un gros sponsor du Bayern Munich, ce qui leur permet de s'afficher sur la scène internationale au bras un peu des plus grands clubs européens. Et l'autre truc, c'est l'Académie Aspire près de Doha, qui est une des plus grandes académies sportives au monde. Regardez, c'est juste impressionnant. Tous les meilleurs jeunes sportifs du monde viennent là, toutes les plus grandes équipes, tous les plus grands athlètes. Et en fait, ça fait de Doha ou du Qatar une espèce de capitale mondiale du sport. Cependant, personne ne souhaite en parler. Nous avons contacté plusieurs footballeurs qui ont joué au Qatar, en vain. Ich finde es irgendwie recht
absurd und auch recht befremdlich, dass ein Land wie Katar, das ja auf den ersten Blick jetzt nicht eine wahnsinnige Sporttradition hat, jetzt plötzlich so einen krassen Fokus auf den Sport legt. Und ich will jetzt herausfinden, was ist eigentlich die Motivation dahinter. Jenny et Christophe mettent le cap sur Berne. Là-bas, à l'université, Laura Rovitz étudie la région du Golfe, en particulier le Qatar. Sport bietet die Gelegenheit für Katar, sich ein sehr positives und fortschrittliches, modernes Image zu geben. Oder es spielt in Katars nationale Erzählung sehr gut rein, so einen eigenen Entwicklungsweg zu gehen, sehr stark Visionen zu haben, einem gewissen Fortschritt zu folgen. Und da bietet Sport die Möglichkeit, genau diese Erzählung zu stärken und nach außen zu verkaufen. Aber ist es nicht irgendwie absurd, also wenn man so probiert, aus dem Nichts eigentlich eine Identität zu erschaffen, die eigentlich nichts mit der eigenen Geschichte zu tun hat? Also es ist nicht so, dass Katar keine eigenen Sporttraditionen hätte. Also es gibt verschiedene aus der Tradition entlehnte Sportarten. Es gibt die Falknerei, es gibt Segeln, Reiten auf Kamelen, auf Pferden, aber das sind eben alles Sachen, die zwar so folkloristisch neu belebt wurden, aber Fußball gehört definitiv nicht dazu. Le Qatar, un petit état désertique sur le golfe Persique, à peine un quart de la superficie de la Suisse. Un émirat à cheval entre deux grandes puissances, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ces dernières font régulièrement pression sur le Qatar, ce qui explique notamment pourquoi l'attention internationale constitue un bien essentiel pour les Qataris. Le Qatar a longtemps été sous tutelle britannique. Ce n'est qu'en 1971 que le pays a acquis son indépendance. Depuis, il se pose la question de l'identité qu'il souhaite se donner. La loi qatari repose sur la charia, soit sur ce qui est consigné dans le Coran. L'homme fort du pays, l'émir Tamim bin Hamad Al Thani, souverain absolu des près de 3 millions d'habitants. Mais seule une minorité d'entre eux sont effectivement qataris. Près de 90% sont des travailleurs immigrés, essentiellement des ouvriers du bâtiment et des employés de maison. Leurs droits sont restreints. Il en va de même pour les femmes, qui par conséquent sont quasi invisibles en public. Les principales sources de revenus du pays, le pétrole et avant tout le gaz naturel, qui représente la moitié du produit intérieur brut. Et c'est là que réside la deuxième motivation de l'offensive sportive qatari. Katar ist dafür bekannt, dass sie enorme Erdgasressourcen haben, aber diese Ressourcen sind endlich und da kommt jetzt eben die Frage nach einer Diversifizierung der Wirtschaft, nach einer Neuausrichtung der Wirtschaft auf. Und Katar versucht eigentlich, wie auch viele andere Staaten in der Region, stärker in Tourismus, in das Transportwesen, in Bausektor und so weiter zu investieren. Okay, also es geht in dem Fall im Endeffekt doch auch ums Geschäft und ums Geld und um einen Versuch, dann die Identität auch mit einer Einnahmensquelle zukünftig zu verbinden. Ja, definitiv. Also ich glaube, dass Fußball auch ein Geschäft ist, dass sich bei Fußball Politik und Geschäft vermischen. Das können wir auch in Europa beobachten. Dazu brauchen wir eigentlich gar nicht so weit gucken. Das ist was man schon lange sehen kann. Und bei Katar ist es eben so, dass man Katar jetzt versucht, als Wirtschaftsstandort attraktiv zu machen. Man möchte internationale Investoren anziehen, man konkurriert mit den anderen kleinen Golfstaaten um internationale Märkte. Und in dieser Rivalität ist es eben wichtig, sich eine eigene Identität, ein eigenes Image aufzubauen. Also nachdem macht es jetzt auch ein bisschen mehr Sinn, oder? Wieso Katar möchte Austragungsort sein von der Fußball-Weltmeisterschaft. C'était vraiment intéressant. Et tu as fait du super travail. Mais par contre, j'avoue que je comprends toujours pas comment une organisation a pu donner la Coupe du Monde au Qatar. Ja, parce qu'ils ont vraiment dû trouver quelqu'un qui a voulu le faire, quoi. Enfin, ah mais oui, la FIFA. Deuxième étape vers la Coupe du Monde, trouver un partenaire coopératif. La FIFA, une association à but non lucratif fondée en 1904 par une poignée de pays européens. Très vite, le siège social s'installe à Zurich.
Pendant longtemps, la FIFA fonctionne comme une PME avec quelques employés seulement. La FIFA Zurich, bonjour. Je voudrais bien parler à Monsieur Cagnon, s'il vous plaît. La FIFA ne devient une véritable fédération mondiale qu'à partir des années 70. Un certain Sepp Blatter sillonne l'Afrique en promoteur du développement par le foot. Plus de membres, plus d'argent, la FIFA change de dimension. Sa principale source de revenus, la Coupe du Monde masculine. Elle se remplit ainsi les poches en vendant les droits télévisuels aux 4 coins du monde. La petite FIFA est devenue la plus grande fédération sportive du monde. Aujourd'hui, la FIFA est constituée de 211 associations membres réparties en 6 fédérations continentales. En fonction de leur taille, elles y délèguent un nombre variable de membres au Conseil de la FIFA, qui est aujourd'hui l'organe le plus important de l'association. Pour avoir son mot à dire dans le football mondial, il faut y avoir du poids. Jusqu'en 2016, cet organe s'appelait encore Comité exécutif de la FIFA et était plus petit. 24 hommes qui prenaient les décisions cruciales du football mondial, notamment le lieu d'organisation de la Coupe du Monde. Le cœur du pouvoir, en somme. Pour comprendre comment fonctionnait ce comité, il faut s'intéresser à l'homme qui l'a marqué pendant 17 ans en tant que président. À la recherche d'indices, nous prenons la direction du Valais, le canton d'où sont originaires les 2 derniers présidents de la FIFA. Je suis en compagnie de Ludovic Rocky, journaliste à la RTS. Il connaît bien la FIFA et a consacré un documentaire au sujet de Blatter et d'Infantino. Nous nous rendons au plus profond du Valais, à Ulriken, le lieu d'origine de Sepp Blatter. Welcome. Oh. Les ancêtres de Blatter y ont vécu, mais lui-même jamais. Ça sent pas, même tout rien ne sent la même odeur. C'est dingue. On y trouve malgré tout un lieu qui lui est dédié. On va passer derrière ce petit tunnel. On a Lucerne là d'un coup. Ouais. C'est directement à côté de la gare, de l'autre côté du Rhône. Voilà, ça commence à plus sentir la campagne. Il est là. Tu vois. Ah, le voilà. Ah oui. Ah oui, c'était plus. Il est bien caché. Il y a une petite tribune, tu vois, il y a les restes de la gloire. Il y avait une petite tribune quand même. C'est fou. J'imaginais vraiment un stade, je crois. J'imaginais pas juste un petit terrain. Ça commence bien. Ah. Non, j'ai froid aux pieds. Ah. C'est fou. Donc, ils l'ont fait citoyen d'honneur quand il a été élu président de la FIFA en 98. Et en le faisant citoyen d'honneur, ils ont dit, et on va faire un tournoi Sepp Blatter chaque année. Et puis très vite, visiblement, le Sepp Blatter qui a le sens de la com, il en a fait un événement. Au début, je crois qu'il y avait 50 personnes. À la fin, il y en avait 1000. Qui arrivaient en hélicoptère, tu vois, à fond de la vallée de Conches. Et il a réussi à en faire même un truc à retentissement international. C'est le fameux tournoi Sepp Blatter d'Ulriken. Ces images d'archives illustrent bien comment fonctionnait l'univers du football de Blatter. Sepp, entouré de personnalités du football national et international, amené dans son au Valais. Es ist doch etwas Schönes, wenn man die gewisse Popularität hier spürt, die kommt aus dem Herzen und die ist nicht gespielt. Und das tut denen mal gut. Une image presque parfaite du monde du foot, avec à sa tête le roi Blatter. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose des faces d'antan. D'ailleurs, le dernier tournoi a eu lieu en 2015. Et attendez, parce que là, il y a le truc pour faire les lignes du terrain. C'est ce truc rouillé. C'est de la merde. Sepp Blatter, un homme qui aime avoir les gens proches de lui, parfois même trop proches. Ses relations avec l'Afrique, en particulier, sont sujettes à controverse. De même qu'avec le Qatari Bin Hammam, un dirigeant de longue date de la FIFA. En 1998, il soutient Blatter lors de son élection à la présidence. Monsieur Joseph Blatter, 111. Cela fit sensation. L'outsider Blatter succède au Brésilien João Havelange. D'emblée, des rumeurs circulent sur des votes achetés et des enveloppes contenant de l'argent.
Was war in diesen Kuverts, die ihr hier im Vorfeld verteilt habt, Herr Blatter? Also, das ist alles zusammen ein grosser Mist. Und Corinne, wir gehen dran. Das ist alles zusammen ein grosser Mist. Warum ist es ein grosser Mist? Was habt ihr richtig erklärt, Herr Heltig, und warum haben sie euch so zitiert? Ces pots de vin n'ont jamais été prouvés, mais de généreuses donations ont été faites à des dirigeants du football africain. My transport, my plane, my accommodation, everything is paid by Mr. Hammam. He gave us the courage to fight, to take Mr. Blatter forward, and it's fantastic. Did you get any promises in case you vote for Blatter? Yes. What promises were these? He promises us money. Who promised you? Ben Hammam. Afrika. Blatter règne désormais sur la fédération sportive la plus puissante du monde, mais il continue à soigner son image de modeste montagnard. Un enfant d'ouvrier élevé dans le catholicisme et dans des conditions très modestes. Dambrüff, im ersten Stock, hat mein Großpapa gewohnt, die ganze Familie. Kein Badzimmer, das Wasser nur in der Küche. En tant que footballeur, il accède tout de même à la première ligue, mais sa carrière, il la fera surtout à l'écart des terrains. Il devient colonel et se lance dans le business du sport après des études en économie et en politique. Il se marie 3 fois et divorce autant de fois. Ich würde sagen, meine Verlobte oder meine Verlobte ist die FIFA. Ja? Et en tant que président, il fait de sa fiancée ce qu'elle est aujourd'hui, une entreprise qui pèse des milliards. De retour à Ulriken. Et on va pas se mentir, le contraste avec la FIFA et ses milliards est saisissant. Et vous pensez que c'est un vrai amoureux du football ou que c'est juste un businessman? Non, il a une passion, il a une vibration. Il est toujours obsédé par la trace qu'il va laisser dans l'histoire. Il n'est pas intéressé que par l'argent, parce qu'autrement il se serait retiré, il aurait disparu, et voilà. Est-ce que c'était le premier président de la FIFA qui a amené ses connaissances managériales? Au-delà d'un président, il avait plus l'air d'un grand patron d'une grosse entreprise que d'un président d'association. Mais il s'en vante, il le revendique. Quand vous le rencontrez, moi en interview, par exemple, quand on l'interrogeait sur le bonus de plus de 10 millions qu'il a empoché après la Coupe du Monde en Afrique du Sud, il dit que ça c'était une récompense qu'il n'a pas décidé lui, parce que ça avait été fort et que ça a bien marché. Et puis il ajoute, mais quand une entreprise est aussi prospère, comme il dit, dans l'économie privée, dans une vraie multinationale, les actionnaires m'auraient couvert d'or. Mais disons que le gros argent, oui, est venu à son époque avec, en premier lieu, cette monétisation des droits de télévision. Bon, à moins que tu aies envie de faire une rencontre. Je crois que ça c'est sûr qu'il y a quelqu'un. Juste marcher comme ça. Les droits télévisuels, c'est ce qui va résolument faire la lumière sur les flux financiers douteux au sein de la FIFA, comme en témoigne le scandale ISL en 2010. ISL, c'est une société basée à Zug. Pendant des années, elle a vendu les droits télé pour le compte de la FIFA. C'est un business énorme où des dirigeants de la FIFA ont accessoirement encaissé des millions en pots de vin. Cette affaire a été révélée en 2010, peu avant l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Et sur le banc des accusés se trouvaient 2 membres du comité exécutif de la FIFA qu'il faut retenir. Nicolas Leos, du Paraguay, et Ricardo Teixeira, du Brésil. Et ça, Blatter le savait. Le journaliste britannique Andrew Jennings a confronté Teixeira et Leos aux accusations. We wrote asking him to explain the payments. He didn't respond, so I tried to catch up with him at a luxury hotel in Zurich. Senor Leos, did you take bribes from the ISL company? Senor Leos, a usted tomado soborno de ISL? Si ou non?
It's like Michael Moore, you know? Hello, Mr. Teixeira. Could we talk to you, please? Did you take your bribes through the Salud company? What were those payments from the ISL company for? Mr. Teixeira? Oh dear. Là, Michael Moore à fond, Michael Moore, vraiment. Also wir haben auf der einen Seite Katar, der die WM unbedingt will, auf der anderen Seite die FIFA mit korrupten Tendenzen. Eigentlich der perfect match, oder? Bon, il y a quand même un challenge parce qu'il fallait convaincre les 24 membres du comité exécutif de la FIFA, enfin les 24 mecs, parce qu'évidemment il n'y a pas de filles. Et ça, c'était un challenge. Ja, stimmt. Und es sind sogar nur 22, nicht 24, weil 2 Herren sind schon vorher rausgeflogen. Venons-en maintenant à l'étape décisive, gagner l'élection. Et donc, convaincre le comité exécutif de la FIFA, quoi qu'il en coûte. Ein Weltcup kann man nicht kaufen. En octobre 2010, quelques semaines seulement avant l'attribution de la Coupe du Monde, il s'avère clairement que les membres du comité exécutif de la FIFA sont achetables. Le journal britannique Sunday Times tend un piège à 2 d'entre eux. Le journal leur propose de l'argent afin qu'ils votent pour les États-Unis comme pays hôte de la Coupe du Monde et filme le tout avec une caméra cachée. Reynald Temari de Tahiti demande de l'argent pour une académie de football en échange de sa voix. Amos Adamu du Nigeria souhaite des terrains de football dans sa patrie en échange. But football is a game. And in this game of football, you have the good players and you have the bad players. Les 2 bad players sont suspendus. Le puissant comité exécutif rapetisse à 22 membres juste avant l'attribution de la Coupe du Monde. Weltcup wird nicht gekauft. Der Weltcup wird nicht gekauft. Et si c'était le cas? Le 2 décembre 2010, à Zurich, le jour de l'élection. L'attribution de la Coupe du Monde 2022. 5 candidats sont en lice. Le Qatar, les États-Unis, la Corée du Sud, l'Australie et le Japon, avec pour grands favoris les USA. I hope that you feel, as I do, that the United States would make an excellent host. Au 4e tour du scrutin, la course se joue entre les États-Unis et le Qatar. Et puis... The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Katar. Katar, das ist natürlich eine Riesenüberraschung. Le Qatar gagne par 14 voix contre 8. Une telle surprise que très vite émergent des soupçons de corruption. Dans le viseur, les 3 voix de Ricardo Teixeira, Nicolas Leos et Giulio Grondona. Teixeira et Leos, nous les connaissons déjà du scandale ISL. Bien que Blatter savait qu'ils étaient corrompus, ils ont pu participer au scrutin. Ah voilà, c'est ça. Le soupçon de voix achetées en faveur du Qatar sera révélé 7 ans plus tard. Devant un tribunal américain, un vendeur de droits télévisuels argentin relate en détail les pots de vin que les 3 auraient perçus. À l'époque, cette déclaration passe pratiquement inaperçue. Pour 2 d'entre eux, cela n'aura aucune conséquence, puisque Grondona et Leos décèdent durant cette période. Il en va autrement pour Teixeira. Ce dernier est suspendu à vie de toute activité footballistique par la commission d'éthique de la FIFA et condamné à une amende d'1 million de francs, notamment sur la base des déclarations du témoin clé. La commission d'éthique de la FIFA juge donc crédible le témoignage sur l'affaire de corruption du Qatar. Grondona, Teixeira, Leos, ces 3 voix suspectes sont décisives. Si le vote avait été de 11 contre 11, la décision finale serait revenue au président de la FIFA, soit Sepp Blatter. Et celui-ci affirme avoir soutenu les États-Unis. Une Coupe du Monde achetée? Qu'en dit la FIFA?
Grüezi, grüezi, dürfen wir reinkommen? Ja, klar. Hallo, hoi. Hans-Jürg zum Stein est le responsable de notre groupe de recherche et a tenté d'obtenir une réponse de la FIFA. Monatelang ist nichts passiert. Ich habe immer wieder geschrieben und gefragt, wenn es eine Antwort kommt. Ich habe 2 eingeschriebene Briefe geschickt mit einem Ultimatum, einer Frist, weil wir ja die Antwort geben wollten. Und was ist passiert? Nach 4 Monaten ist eine Antwort gekommen. Es waren eigentlich im Prinzip 2 Sätze, die sie da geschickt haben, also zu dieser Frage, wo sie sagen, es stimmt alles nicht. Es ist alles ganz falsch. Sie schreiben, in der Entscheidung von der FIFA-Ethikkommission sei nie von Bestechungsgeld im Zusammenhang mit Katar die Rede. Das ist falsch. Das ist explizit drin. Hans-Jürg parle du jugement du comité d'éthique de la FIFA à l'encontre de Teixeira en 2019. Les pots de vin y sont explicitement mentionnés. Par conséquent, la réponse de la FIFA est discutable et la prise de position n'est pas non plus correcte sur un autre point. Der Gianni Infantino respektive schreibt, es habe ja über das detaillierte Untersuchung gegeben, das sogenannte Garcia-Report. Und der hat eigentlich gezeigt, dass keine Bestechung rund um Katar passiert ist. Zum Garcia-Report muss man sagen, der war 2014 fertig gewesen, also nicht 2017, wie sie da so ein bisschen suggerieren. Dann ist er publiziert worden. Aber wie erklärst du dir die Reaktion von Seiten der FIFA? Also, ich denke, die haben einfach das Gefühl, das ist mir gleich, oder das ist uns gleich, was die Schweizer Fernsehen publiziert rund um das. Le Qatar a atteint son objectif. La construction des stades est lancée. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'ombre de la corruption ne concerne pas que le Qatar. D'autres prétendants à la Coupe du Monde auraient fait de même, notamment l'Australie. Ich habe jetzt gerade ein Gespräch mit Bonita Mercedes. Sie ist Whistleblowerin aus Australien und ist ursprünglich einmal Teil des Bewerbungskomitee von Australien. Und sie hat dann das Buch da geschrieben, das heißt Whatever It Takes. Und in dem beschreibt sie eigentlich Schritt für Schritt, wie eben auch Australien versucht hat, die WM zu kaufen. Hello. 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 Do you hear me? I can hear you, yes. Perfect, perfect. And Australia ended up investing about 50 million in government funding to buy the World Cup. What do you think? Why did Australia still fail? Well, the $50 million from government funding that went into Australia's bid was for a number of things. I mean, one, it was to pay for legitimate costs. But to this day, there remains questions about where some of that money went or to whom that went. I mean, for example, we know absolutely certainly that approximately $500,000 went to support the development of a football stadium in Trinidad and Tobago that happened to be at a club owned by Jack Warner. And that money didn't turn up in the Trinidad and Tobago Football Association. It turned up in Jack Warner's bank account. Now, that's a fact, an undisputed fact. And that payment was made less than 2 months before the vote for the bid. And so you have to ask the question, why would we do that? It was because Jack Warner was a voter. What money exactly was given to whom in the process of Australia trying to buy the World Cup? Australia handed out approximately that we know of, $10 million to various parties. One was the $500,000 that ended up in Jack Warner's personal bank account. Another was $4 million to Oceania for a range of programs associated with getting young people to play more sport within the Oceania Confederation. In itself, a good objective, but it was only done because there was a bid on. And then the third one was $5 million, which went to the Asian Football Confederation for unspecified development projects. Again, that may have been for very good reasons, but it was only done because we were bidding. So would you say it was kind of a corruption battle that Australia got in? So was there an alternative to being corrupt and to this bidding war
to get the World Cup back then? In terms of 2018, 2022, there wasn't an alternative. Ja, das ist spannend gewesen, Abschluss. Weil alle reden die ganze Zeit über Korruption oder in Verbindung mit Katar und stellen es dar, als wäre es etwas wahnsinnig Spezielles jetzt in diesem Einzelfall. Und Bonita Merciades bestätigt eigentlich, hey, nein, im Fall das Problem, das besteht schon seit Jahren, seit Jahrzehnten und ist sogar dankbar dafür, dass jetzt eben endlich die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Aujourd'hui, on connaît mieux l'étendue de la corruption dans le cercle plus intime de la FIFA. Verzichtet nach Korruptionsvorwürfen auf eine erneute Wiederwahl. Ces documents dressent la liste des 24 hommes formant jadis le comité exécutif. 79 Millionen US-Dollar Strafe. Le plus sidérant, c'est que sur ces 24 dirigeants, 18 ont été soit mis en examen pour corruption, soit suspendus pour des affaires douteuses. Ich hole jetzt sogar Silvia Schenk ab. Sie ist Korruptionsexpertin aus Deutschland und ich möchte von ihr wissen, welche strukturellen Voraussetzungen bei der FIFA eigentlich dazu geführt haben, dass Korruption dort begünstigt worden ist und auch, ob sich mittlerweile etwas geändert hat. Punktlandung, da ist es, oder? Frau Schenk, hallo. Freut mich sehr. Mein Name ist Jennifer Bosshardt. Freut mich, hallo. Sylvia Schenk se bat depuis des années contre la corruption et en faveur d'un sport propre, avec un accent mis sur la compliance, à savoir le respect des règles et de l'éthique par les entreprises et les organisations. Bonita Merciades hat gesagt, es gab damals, 2010, keine Alternative zur Korruption. Ist das heute anders? Das kann ich jetzt nicht 100% sagen, aber es sind seitdem ja eine ganze Menge Veränderungen eingeführt worden. Es entscheidet nicht mehr das Exekutivkomitee, das gibt es gar nicht mehr, das heißt jetzt Council bei der FIFA, sondern es entscheidet der Kongress. Das heißt, es entscheidet eine viel größere Personengruppe, da wird es dann schon schwieriger, wie man die beeinflussen kann, durch was auch immer. Und zum anderen sind ganz andere Compliance-Anforderungen inzwischen aufgestellt. Also insofern ist es zumindest sehr, sehr erschwert worden. 100% kann man nirgends, auch nicht beim SRF übrigens, Korruption irgendwo ausschließen. Wenn wir aber zurückgehen, 2010, was hat dann damals Korruption begünstigt? Welche Struktur? Also bei der FIFA gab es bis zu den beiden Reformprozessen 2011, 2012 und dann nochmal nach 2015, 2016 erstens ganz, ganz lange Amtszeiten. Blatter sprach ja auch immer von der Fußballfamilie. Man kannte sich, man war miteinander befreundet. Was ein Interessenkonflikt ist, wusste keiner. Man half sich untereinander. Es fehlte auch an Diversität. Und vor allen Dingen, es fehlten die Frauen. Und es fehlte eben, dass immer mal neue reinkamen, die dumme Fragen gestellt haben. Weil dumme Fragen wirbeln ganz schnell etwas auf. Und dann kann man nicht mehr so handeln wie vorher. Die Compliance, die Sie vorhin bereits angesprochen haben, die wurde ja 2014, 2015 eingeführt. Was hat sich denn konkret verändert seither? Also es hat sich, wie gesagt, deutlich was in der Compliance gewandelt. Es hat sich aus meiner Einschätzung, manche Journalisten sehen das anders, die Frage der Einzelmacht des Präsidenten gewandelt. Also Blatter hat sehr viel mehr Dinge einfach durchgezogen. Bei Infantino sehen wir ja, was alles bisher nicht so geklappt hat. 2-Jahres-Rhythmus für die Weltmeisterschaft oder anderes. Der muss sehr viel mehr ausbalancieren. Die Machtverhältnisse haben sich etwas mehr demokratisiert, würde ich sagen. Der öffentliche Druck, die öffentliche Beobachtung ist auch noch mal stärker geworden. Das hilft der FIFA. Was könnte sich denn noch verändern oder was würden Sie sich noch wünschen, was angepasst werden würde, damit man wieder, ich sage jetzt mal, mit einem guten Gefühl Fußball schauen kann und sich über Korruption keine Sorgen machen muss? Das Problem ist, Sie müssen die ganze Welt ändern. Mich hat mal ein Journalist gefragt, wann ist der Fußball und die FIFA sauber? Habe ich gesagt, wenn die Welt sauber ist. Wenn Sie jetzt auf den FIFA-Kongress gehen, da haben Sie 211 nationale Verbände. Wir haben ganz viele Länder in der Welt, die mit Alltagskorruption, mit Korruption im gesellschaftlichen Leben, in der Politik und so weiter zu tun haben. Wer wird denn in einem hochkorrupten Land Präsident vom Fußball oder vom Schwimmverband oder vom Leichtathletikverband? Eine Person, die sich in einem korrupten Umfeld durchsetzen kann.
Es gibt in jedem Land integre Personen. Gar keine Frage. Die sitzen in vielen Ländern allerdings eher im Gefängnis, als dass sie Präsidenten eines nationalen Sportverbandes sind. Ja, bei der FIFA hat man reagiert und Anpassungen vorgenommen. Man kann davon ausgehen, dass so eine Abstimmung wie damals im 2010 heute so wahrscheinlich nicht mehr möglich wäre. Oui, et puis le truc qui est super impressionnant, c'est que le Qatar a réussi son coup, du coup, puisqu'ils ont eu la Coupe du Monde. Mais maintenant, ce qui est compliqué, c'est que en fait, tout le monde voit leurs défauts, tout le monde voit les problèmes de droits de l'homme, les problèmes sur la condition des femmes, les problèmes d'écologie, juste du mondial. Es ist schon ganz viel Kritik laut worden, jetzt rund die WM in Katar. Was hast du da mitgekriegt? Ja, also einiges, der Aufbau der gesamten WM in Katar. Ich habe nur mitbekommen, dass der Stadionbau dort, glaube auch Tote gegeben hat. In Katar ist es halt sehr, sehr, sehr heiß. Da mussten die Arbeiter einfach durcharbeiten. Also es ist ein Witz, dass man das an so Orten macht. Für mich ein bisschen fragwürdig, ob das wirklich sinnig ist. Et donc maintenant la question c'est comment tu gères ça en fait? Etwas, was man relativ schnell gemacht hat, ist, dass man die WM verschoben hat vom Sommer in den Winter, wegen dem Klima. Aber bis zum Turnierstart hat dann doch noch einiges mehr passieren. La dernière étape est peut-être la plus délicate, parce que les critiques à l'égard de cette Coupe du Monde sont gigantesques, entre les conditions de travail des ouvriers et l'impact écologique de la compétition. Il s'agit à présent de contrer les attaques et de se présenter sous le meilleur jour possible. Pour y parvenir, le Qatar a lancé une stratégie de relations publiques, notamment par l'intermédiaire d'une agence d'influence. The winner is FIFA. C'est drôle de lire les posts qui ont l'air un peu spontanés d'influenceurs, alors qu'en fait, ils ont été payés par la FIFA ou par le Qatar ou par des agences de com pour un peu faire de la pub. Donc si jamais vous voyez vos influenceurs et influenceuses préférés sur Insta qui tout d'un coup sont pas mal à Doha, peut-être qu'il y a une raison derrière, comme Dubaï d'ailleurs. Lothar Matthäus. Des ambassadeurs prestigieux sont sollicités, comme les ex-footballeurs Yaya Touré, Lothar Matthäus ou David Beckham. Et bien entendu, ils sont rémunérés pour leurs apparitions. Il n'est pas du tout adapté au Qatar, mais c'est un environnement familial. On est bien. Et moi, je me demande toujours avec ce genre de vidéos, est-ce qu'il y a des gens qui croient vraiment en regardant ça, qui se disent un peu « Ah, mais ça a l'air sincère, ça a l'air d'être un truc bien ». C'est là qu'il entre en scène. Gianni Infantino, l'ambassadeur du Qatar. This World Cup will simply be the best World Cup ever. Il est le plus fervent défenseur de cette Coupe du Monde. It's actually 3 persons who died. Three is 3 too many. FIFA's green card for the planet. Et il s'entend aussi très bien avec les puissants de ce monde. Même s'il ne vient pas forcément de ce milieu. Es war ein kleiner Piccolino, ein kleiner Verwandter, aber liebenswerter Verwandter. Ses parents s'installent en Valais, à Brigue, dans les années 60. Ce sont des travailleurs immigrés italiens. Le père est ouvrier, la mère vendeuse dans un kiosque, et le petit Gianni lit les gazettes et rêve de football. Il étudie le droit et devient plus tard secrétaire général de l'UEFA. Enfin, en 2016, il accède à la tête de la FIFA. Total de votes valables recueillis par Gianni, 115. Ouf! Le Piccolino fait désormais partie des grands et la Coupe du Monde au Qatar devient son projet de prestige. En janvier 2022, il s'installe lui-même temporairement à Doha. If we can make this place really vibrate, okay? I count 1, 2, 3, and then I want to hear Qatar, 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 okay? 1, 2, 3. See you very soon. All the best. Thank you. Oui, le président de la FIFA est définitivement amoureux du Qatar. Infantino. Avec Ludovic Rocky, nous nous rendons à Brigue, là où Infantino a grandi. Ça, c'est la maison où il a grandi. Enfin,
La maison n'existe plus, parce que c'est un quartier un peu popu maintenant. Et là, c'est plutôt chicos, en vrai. Et visiblement, ce jardin, c'est l'endroit où il habitait avant. En fait, c'est intéressant parce que c'est pas vraiment le même background que ce qu'on a vu avant à Urlichen. Mais c'est charmant. Gianni Infantino n'a pas spécialement d'attache avec ce canton du Valais. L'approche, disons, visiblement, qu'il a est très business, décomplexée, mondialisée. Il a l'air un peu plus caviar et moins pique-nique que Blatter, je ne sais pas comment dire. Mais n'oubliez pas que, mais si vous rencontrez la famille Infantino, ils vous diront à quel point ils sont modestes, c'est la pizza, et c'est vrai, c'est des origines modestes. C'est fou, c'est presque devenu un ambassadeur du Qatar sur la scène internationale, ça c'est fou. Alors, c'est analysé de diverses manières. Au niveau privé ou des intérêts qu'il peut trouver à être là-bas, on ne sait pas trop, c'est sa vie privée. Et au fond, il remonte le courant, il veut assurer maintenant la réussite visiblement commerciale, politique, ça on ne sait pas de ce mondial au Qatar. Donc ça c'est l'ère Infantino. Et ça fait un peu bizarre, on est là à Brigue, mais sa famille qui sont encore ici, mais la relation... On sent que c'est pas... Non. On a changé d'époque, clairement. Oui, ça va pas du tout. Pourquoi je me suis là? Infantino fait la promotion de cette Coupe du Monde à tout bout de champ et en souligne le potentiel pour toute la région du Golfe. L'une de ses promesses est que la Coupe du Monde au Qatar sera entièrement neutre en carbone, grâce à des émissions réduites, des stades éco-énergétiques et des trajets de transport courts. Les émissions inévitables seront compensées. La FIFA ne se lasse jamais de souligner combien elle fait pour le climat. This is a critical moment. Dans son rapport sur le climat, elle calcule le niveau prévisionnel des émissions de CO2. Mais chose étrange, seul un des 8 stades est réellement pris en compte. Dans les infrastructures, ils ont compté que le stade Ras Abu Aboud, ce qui est un peu bizarre parce qu'ils estiment que c'est le seul qui a été construit pour la Coupe du Monde et qui sera démantelé après, ce qui du coup n'a pas de sens parce que la plupart des stades ont été construits dans le contexte de la Coupe du Monde au Qatar. On va aller un peu enquêter là-dessus parce que ça nous semble un peu bizarre. Le professeur Martin Müller de l'Université de Lausanne est expert sur la durabilité des événements d'envergure. Que pense-t-il de ce calcul de la FIFA ? C'est normal, c'est quelque chose qui est fréquent. Est-ce que c'est une forme de triche un peu dans les rapports de la FIFA ? Et donc ce que la FIFA fait dans ce rapport, en fait, c'est de tenir compte que de la période d'utilisation de ces stades pendant les matchs. Donc pour moi, c'est problématique parce que ces stades ont été construits spécifiquement pour la Coupe du Monde et c'est pas du tout sûr en fait qu'ils auront une utilisation après coup qui est vraiment durable, long terme, efficace aussi. La FIFA a beaucoup vendu le fait que c'était peut-être la première Coupe du Monde qui a un bilan carbone neutre. C'est vrai ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que des événements comme ça peuvent avoir un bilan carbone neutre ? C'est qu'il faut savoir que le terme carbone neutre en carbone, est devenu un terme de marketing en fait aujourd'hui. Ce que ça veut dire à la base, c'est juste que l'entreprise qui utilise ce terme est prête à payer en fait pour compenser les émissions de CO2. Et ce qui est problématique avec cette approche, c'est que en fait, la compensation met beaucoup de temps à vraiment être réalisée. On n'a pas le temps en fait de attendre jusqu'à, par exemple, les arbres qui seront plantés ont une taille où ils peuvent vraiment compenser du CO2. Et moi, je suis surpris en fait qu'ils ne réclament pas d'être positif en carbone, positif pour le climat, parce qu'il faudrait juste rajouter un petit plus de compensation pour... un arbre de plus. Un arbre de plus pour surcompenser. La neutralité climatique serait donc atteinte grâce aux compensations, et ce, bien que les émissions liées à une Coupe du Monde n'aient jamais été plus élevées qu'au Qatar. 3,6 millions de tonnes de CO2, selon un calcul conservateur. Cela équivaut quasiment aux émissions annuelles de la Suisse. L'un des principaux problèmes réside dans le choix même du Qatar comme hôte de la Coupe du Monde. Il n'y a pas de bassin de spectateurs local en fait. Et donc tous les spectateurs, presque tous les spectateurs qui vont être dans les stades vont arriver en avion. Et c'est comme ça qu'il s'explique vraiment aussi cette empreinte carbone assez massive. Est-ce qu'on est dans un cas de greenwashing là, avec la FIFA et puis la Coupe du Monde ?
Donc pour le greenwashing, il faut deux choses à mon sens. Il faut prétendre à être plus durable qu'on n'est pas vraiment, et ça c'est certainement le cas. La deuxième chose, c'est aussi qu'on doit être conscient qu'on fait ça. On fait ça consciemment. Moi personnellement, je vois pas ça du tout. Merci beaucoup. Ce document est un échange de mails avec la FIFA parce qu'on les a interrogés sur le bilan carbone de la Coupe du Monde 2022 et ils nous ont répondu en 3 points. D'abord en nous indiquant tout simplement que les stades étaient construits sur le long terme au Qatar et que du coup, le deuxième, c'est qu'en fait, ils ne sont pas là pour juste planter des arbres à chaque hectotonne de gaz carbonique émis, mais que en fait, ils sont en train de faire des vraies mesures grâce à un portfolio d'émissions de CO2. Et la troisième question qu'on leur a posée, parce que ce que vous venez de dire, ça vous fait vous poser la question évidemment de est-ce que ce ne serait pas du greenwashing? Et là, en fait, ils disent qu'ils sont extrêmement conscients de leur propre bilan CO2, de leur propre bilan carbone, et que du coup, ils agissent en conséquence pour de vrai. Voilà la réponse de la FIFA. Bon, on va pas se mentir, ils sont plutôt créatifs pour se justifier concernant leur bilan carbone, mais ça devient quand même un poil plus compliqué quand on s'intéresse en détail aux sites de construction des stades. L'autre grand point noir, les conditions de travail sur les chantiers des stades. Lacunes en matière de sécurité, décès et conditions d'hébergement inhumaines. Les organisations de défense des droits de l'homme font état de travail forcé et d'exploitation. Cette pression des ONG a finalement fait son effet. La FIFA édicte une politique des droits de l'homme. Les dispositions de protection sont adaptées sur les chantiers. Le Qatar réforme son droit du travail et introduit un salaire minimal pour les travailleurs immigrés, ceci pour la première fois dans la région. Même le système dit de la kafala est officiellement aboli en 2020, un système où les employés sont quasiment esclaves de leurs employeurs. Des mesures visant à améliorer la situation des travailleurs et à redorer le blason du pays, bien entendu. Mais les choses ont-elles concrètement changé sur les chantiers des stades? Wir treffen jetzt Robert Schwitter. Er war über 40 Jahre lang Bauinspektor und hat unter anderem eben auch in Katar die Stadionbaustellen inspiziert. Und wenn mir jemand etwas über die Bedingungen sagen kann, dann ist es er. Nous rencontrons Robert Schwitter dans son fief, un chantier dans les environs de Zurich. Den Schiele in dem Fall und den Helm, oder? Richtig. Oder dich. Das ist aber ein grosses 39, das ich hier verwünscht habe. Depuis 2017, il s'est rendu plusieurs fois au Qatar dans des groupes d'inspecteurs internationaux. Sagst du, wenn Sie jetzt die Baustelle sehen hier, und Sie vergleichen das mit Katar, was fällt Ihnen auf? Klein. Klein und Klar. die Arbeiter sind warm angelegt. Ja. In Katar ist natürlich eben wärmer, aber sonst fast gleich. Und ich war auch überrascht eben von der Ordnung auf der Baustelle. Aber mal hier reinlaufen vielleicht, Ja. also mal in der Baustelle rein. Also Herr Schwitter, Sie haben gesagt, Sie waren überrascht, als Sie das erste Mal auf Katar sind, auf so einer Baustelle. Positiv überrascht. Positiv überrascht. Ja, alle Leute hatten Überkleider, alle hatten Helme, alle hatten Sicherheitsschuhe. Alles, eben auch das Trennsystem vom Küder. Überall Toiletten, überall Wasserbehälter. Ich denke, eben, vom Fernsehen her hat man ganz anderes Zeug gesehen. Aber etwas, was ja ist, die Inspektionen, die Sie gemacht haben, die sind ja angekündigt. Also die Leute Ja. haben ja gewusst, dass sie kommen. Richtig. Haben Sie nie den Eindruck gehabt, ja, das haben die jetzt hier schnell schön hergerichtet? Das kann man nicht. Die Erfahrung zeigt mir, die müssen das leben. Weil das nur schnell hinmachen, so, das geht nicht. Da wird man sofort sehen, dass, wenn es nur schaugespielert ist. Also das heisst, man hätte sie nicht täuschen können? Nein, ganz sicher nicht, wo man muss ausführen muss. Sie waren ja dabei auf der Baustelle. Sind Sie auch dabei gewesen, wenn Sie zum Beispiel zum Mittag gemacht haben? Oder sind Sie in der Unterkunft dabei gewesen? Auch alles. Und was haben Sie dort für einen Eindruck erhalten? Das Essen, in meinen Augen, war sehr gut. Vielfältig. Aber weil es verschiedene Kulturen hatten, hat es auch verschiedene Küchen gegeben. Es hat für Inder hat es etwas Spezielles gegeben, für Pakistani. Und dann hat es Veganer gehabt. Die Unterkünfte sind je nach Qualifikation und Höhe hat es Viererzimmer oder Zweierzimmer und Einzelzimmer, aber auch Duschen und so.
der auch regelmäßig gereinigt worden ist. Man kann sagen, es ist fast wie auf dem Schweizer Grossbaustellen, oder? 2017 haben die Inspektionen erst stattfinden. Da kann man ja sagen, okay, man hat einfach alles in Ordnung gebracht, bevor man sie überhaupt auf die Baustelle geschaut hat. Das ist möglich, ja. Ja. Das ist gut möglich, ja. Also ich bin eigentlich sehr beeindruckt. Der Schwede hat jetzt ein ziemlich positives Bild gezeichnet von der ganzen Situation auf diesen Stadionbaustellen in Katar. Aber ich frage mich jetzt halt, wie ist es sonst auf anderen Baustellen in Katar? Wie geht es den anderen Arbeitsmigranten? Und vor allem auch, wie nachhaltig sind die ganzen Verbesserungen? Rita Schiavi a la réponse à ces questions. Elle aussi s'est rendue au Qatar à plusieurs reprises. En tant que déléguée d'UNIA, elle s'est engagée en faveur des droits des ouvriers au sein d'une confédération syndicale internationale. So, hört man's? Gut. Ich würde jetzt einmal böse sagen, wo wir mit den Inspektionen angefangen haben, sind schon die meisten Sachen gut gewesen. Da haben sie schon vorher angefangen zu verbessern. Sie haben ja schon 7 Jahre Zeit gehabt. Genau. ja, wobei gut gebaut worden ist, so ab 14, 15. Was genau haben Sie oder haben Sie mit Ihren Gewerkschaften können erreichen in Katar? Also, wir haben auf den Stadionbaustellen und ich lege Wert darauf. Wir haben nur die Stadionbaustellen inspiziert. Das waren etwa 40'000 Arbeiter, aber es hat noch etwa 1 Million schustige Bauarbeiter in Katar. Für die haben wir sehr viel erreichen. Jetzt werden die Standards, glauben Sie, die Standards werden irgendwann für alle katarischen Baustellen gelten? Wir möchten das natürlich. Und man muss sehen, es hat schon eine Ausstrahlung über die Stadionbaustellen raus. Weil, wie gesagt, die Firmen, die die Stadien bauen und auch anders bauen, die wenden die gleichen Standards an, auch bei anderen Bauten. Also da denken wir schon, dass es schon bereits gewirkt hat über die Stadionbaustellen raus. Aber es muss noch weitergehen. Es gibt immer noch natürlich Baustellen, die längst nicht die Standards haben. Haben Sie Angst, dass, wenn die WM vorbei ist, dass man dann auch ein bisschen nachlässiger wird, wieder, was die Umsetzung von den neuen Arbeitsrechten angeht? Klar, diese Angst haben wir und ich denke, die ist berechtigt. Und im Moment geht es uns vor allem darum, man muss sehen, sie haben wirklich jetzt auch das Arbeitsrecht positiv angepasst. Aber das ist noch nicht überall implementiert. Und da wollen wir noch eine Rolle spielen. Also wir wollen wirklich schauen, dass garantiert ist, dass sie das überall umsetzen, dass die Leute überall die Rechte auch überkommen, können einfordern. Ja, gut, es ist kalt, kann es sein. Les dires de Rita Schiavi sont confirmés par Amnesty International, pour qui les choses ont aussi beaucoup évolué, notamment sur les chantiers des stades. Mais l'ONG souligne que la situation demeure cependant précaire pour la majeure partie des travailleurs immigrés, étant donné que les réformes ne sont pas intégralement mises en œuvre. Die Frage, die jetzt halt offen ist, was passiert nach der WM mit diesen ganzen Verbesserungen? Comment un pays désertique sans tradition footballistique peut-il décrocher la Coupe du Monde? Ça semblait improbable, le Qatar l'a fait. Ceci par le biais d'une offensive sportive, d'un vote entaché par des soupçons de corruption et par une intense campagne de com plus ou moins concluante. Yassine, was bleibt? Die Weltmeisterschaft steht kurz bevor. Bah, il reste le jeu, quoi. Il reste le sport. Et ça, ce qui est merveilleux, quand on voit les gens qui jouent là, bah, c'est ce qu'on a envie de voir. Moi, j'ai juste envie de les rejoindre. Mais en même temps, c'est triste de se dire que, comme un peu tous les trucs d'entertainment, dès qu'il y a des enjeux essentiels, bah, en fait, il y a l'argent qui prend une place folle et puis ça salit un peu l'image qu'on peut avoir de ce sport. Mais après, moi, je sais que j'aimerais toujours le foot, mais ça me rend un peu triste. Aber das finde ich aber genau spannend, oder? Das Spiel ist so viel stärker als jegliche Moral und jegliche Ethik, oder? Bah, je suis assez d'accord parce que j'ai beau trouver que c'est le plus beau jeu du monde, j'ai beau adorer le foot depuis que je suis gamin. En fait, ça reste un jeu et puis le fait qu'il y ait eu des tels scandales, bref, c'est inacceptable. Et puis même si ça a pu mettre cette région sur la carte et peut-être même améliorer la situation au Qatar,
Eben, es ist nicht einfach, ein finales Urteil zu fällen. Es ist nicht nur gut oder nur schlecht. Und ich finde es wichtig festzuhalten, oder, dass es auch für uns wahnsinnig schwierig ist. Und wir hoffen, dass wir euch wenigstens mit diesem Film haben können, eine Art, ein differenziertes Bild zeigen. Écoutez, si vous avez des questions, des commentaires à faire, n'hésitez pas, il y a toute une section que vous pouvez écrire, ça s'appelle les commentaires.